Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce soir, reboostée par rapport au week-end dernier que j'ai passé. Bonsoir Selma, bonsoir Abbé Incognito, Roni, Mavero, et si tu veux intervenir, tu pourras aussi. Sam Léo, merci aussi de faire la modération, Super Gorette, Sylvie, bonsoir à toutes et tous, j'espère que j'en ai pas manqué. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir, en ce 29 octobre déjà 2025, et j'avais envie de vous parler, vous partager justement ce que j'ai pu vivre le week-end dernier lors de ma conférence que j'ai donnée au nord de Montpellier, dans un super hameau, avec des personnes formidables de souveraineté et de pouvoir personnel. Donc, c'était dans le week-end qui était dédié à la sortie des banques, le collectif sortie de banque, que je vous encourage à aller voir. On les invitera aussi. Et je voulais vous partager ce que j'avais pu moi-même partager et réfléchir sur la souveraineté et le pouvoir personnel. Donc, quand on m'a parlé de ça aujourd'hui, enfin, voilà, de ce moment de prendre la parole, j'avais envie de vous parler de cette importance de pouvoir personnel, qu'est-ce que c'était, et de la force qui en découlait naturellement. Et en guise d'introduction, j'avais posé le contexte pour expliquer un petit peu l'horreur dans laquelle nous nous situons et nos maîtres veulent nous enfermer. Et j'avais cité ce cher Aldous Huxley dans son livre Le meilleur des mondes, qui disait, je le cite, « Grâce au contrôle des pensées, à la terreur constamment martelée, pour maintenir l'individu dans un état de soumission voulu, nous sommes aujourd'hui entrés dans la plus parfaite des dictatures. Une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader, dont ils ne songeraient même pas à renverser les tyrans. Système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. » Et je vous encourage aussi à aller voir un discours sur la servitude volontaire de la Boétie. Alors, pour commencer, j'avais défini ce qu'était le pouvoir personnel, ses principales caractéristiques. Dans un premier temps, c'est l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à penser et décider par soi-même sans dépendre des autres avec excès. C'est-à-dire qu'on peut prendre conseil auprès des autres sans pour autant se laisser guider entièrement par les autres. Et c'est ça aussi l'autonomie, c'est être souverain dans ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais au quotidien. Le deuxième pilier du pouvoir personnel, c'est la confiance en soi, c'est-à-dire le sentiment vraiment de légitimité à être qui je suis, à ressentir, à penser et aussi à agir. Le troisième pilier, c'est la responsabilité. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est la conscience que l'on est l'auteur de sa vie, sans rejeter la faute, que ce soit sur les autres, sur les événements. Et une chose toute bête que j'ai dite aussi, c'est la responsabilité, c'est de prendre conscience que quoi qu'il arrive, ce que je vais faire ou ce que je vais dire va avoir un impact et il faut que je puisse en assumer aussi les conséquences. Le quatrième pilier du pouvoir personnel, c'est l'alignement. Nous en reparlerons plus tard car c'est vraiment le cœur du sujet de mon intervention. Et le cinquième pilier, non des moindres, c'est la capacité d'agir, c'est-à-dire de pouvoir transformer ses intentions, ses ressentis, ce que l'on a envie, en véritables actes concrets. Primo Levi écrivait, je le cite, « La faculté qu'a l'homme de se creuser un trou, de sécréter une coquille, de dresser autour de soi une fragile barrière de défense, même dans des circonstances apparemment désespérées, est un phénomène stupéfiant qui demanderait à être étudié de près. » Et il dit aussi que la conviction que la vie a un but est profondément ancrée dans chaque être fibre de l'homme. Elle tient à la nature même humaine. Donc, si on est ensemble aujourd'hui et ce qu'on a pu nous qualifier de complotistes, c'est que vous avez compris, hein, évidemment, que ce système républicain arrive à bout de souffle, que dans ce système républicain, nous ne sommes ni en état de droit ni en démocratie, nous le répétons suffisamment sur TVADP, et même si nous nous sentons impuissants et qu'il nous semble que nous n'ayons aucun pouvoir, nous pouvons faire quelque chose et nous pouvons agir. Et c'était ça aussi, ce besoin de se redonner un peu de souffle et un peu d'espoir aussi, parce qu'on en a besoin dans la résistance. Et il faut savoir que depuis 2020, vous avez résisté à, il me semble, une des plus grandes crises orchestrées, manipulées, perverses et totalitaires. Et pour cela, déjà, bravo. Déjà, d'être ici, je vous dis bravo aussi, c'est que vous ne vous êtes pas laissé embarquer dans le narratif et la doxa qu'on a pu vous servir pendant, ça va faire 6 ans déjà. Alors, Paul-Éric Blanru, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra,
Dans son livre, et je vous encourage à le lire, Sécession, l'art de désobéir, dit un passage, et je vais le citer, car il est important. Pour se transcender sont nécessaires une individualité constituée et la formation d'un être sachant ce qu'il fait et où il va. Se dompter, soigner ses maux, résister aux propagandes diverses, s'extraire de la masse amorphe sont des aspirations qui requièrent de solides fondations. Il y a plusieurs choses dans cette citation qui sont importantes et intéressantes. Déjà, il faut une individualité constituée, c'est-à-dire quelqu'un qui est ancré, axé, aligné. Et on reverra plus tard l'alignement. Et aussi un être qui est conscient, qui sait ce qu'il fait et où il va. Et tout ça, ça requiert de solides fondations. Autrement dit, il faut travailler sur soi pour se connaître. Connaître ses limites, connaître aussi ses potentiels, s'affirmer et se positionner. Alors nous l'avons vu particulièrement ces dernières années, qu'il n'est jamais facile, évidemment, d'être en marge de tout le monde, d'être en marge du système, de penser différemment des autres, de penser différemment de la pensée collective, de la doxa, de ne pas suivre le groupe, de ne pas se laisser porter par la masse. Il est difficile aussi de ne pas faire confiance de manière aveugle à nos politiques, qui nous veulent notre bien, a priori, nos médias, nos médecins, nos banquiers. Et vous vous êtes certainement, durant ces dernières années, comme moi, ce fut le cas, disputé avec vos voisins, vos collègues de travail, des membres de votre famille, peut-être même vos conjoints, et pourtant vous avez su résister, vous affirmer et vous positionner de manière claire. Alors nous, êtres humains, sommes doués de réflexion, de conscience, d'élaboration de nos pensées, de choix de mots aussi, adaptés pour s'exprimer. Nous sommes doués d'esprit critique, et comme le soulignait saint Thomas d'Aquin, que j'aime beaucoup, je cite, « Chaque être est appelé à se réaliser selon sa propre nature ». Et que, dans le cas de l'homme, ceci implique nécessairement le recours à sa propre raison. Et on en revient encore une fois à qu'est-ce qui nous constitue ? Qu'est-ce qui fait que je vais prendre telle ou telle position? Et qu'est-ce qui fait que je suis un parmi tant d'autres, mais que je diverge aussi selon les propos? Et il me semble que ce qui nous tient debout dans ce monde, ce sont nos valeurs. Ces valeurs dont je vous parle sont propres à chacun, différentes selon qui nous sommes, selon notre éducation, nos expériences, qu'elles soient heureuses, qu'elles soient malheureuses, les décisions qu'on a prises aussi. Ces valeurs, ce sont en fait notre colonne vertébrale, notre moteur, notre énergie, l'énergie qui nous permet de tenir droit, de nous affirmer, de nous positionner et qui nous donne aussi l'élan, la force de nous lever chaque matin. Alors, ces valeurs, comme je vous le disais, sont différentes selon qui on est, quelle éducation on a reçue, quel choix on a fait dans notre vie. Et par exemple, nous pouvons avoir la même valeur de respect qu'on a tous ici et qu'on souhaite pour ce monde à venir et en transformation, sans en avoir pour autant la même définition. Et c'est pas grave, c'est OK en fait. On est ensemble et si on a la même valeur déjà, on va aller dans le même sens, c'est-à-dire se respecter les uns les autres et accueillir aussi l'autre dans tout ce qu'il est. Ces valeurs dont je vous parle depuis quelques minutes, c'est donc notre colonne vertébrale, c'est aussi notre guide qui va faire que nous allons tenir telle ou telle position, que nous allons faire un choix ou un autre choix, qui va faire aussi que je vais me poser, agir, non agir, et que je vais poser un acte ou pas. Et il me semble important, et encore une fois, Paul-Éric Blanc-Rue aussi le souligne dans son livre, nous devons trouver en nous-mêmes les principes régisseurs de notre vie. Et ça, c'est notre job, c'est notre part du job. Ces principes, donc ces valeurs, vont nous permettre d'agir de la meilleure façon possible au moment, à l'instant même où on doit faire un choix, où on doit se positionner, en conscience, dans la mesure où la situation me demande de me positionner. Nous l'avons vu ces derniers temps, particulièrement, c'est très facile de dire oui, c'est beaucoup moins facile de dire non. Et si je me connais bien, je suis congruent. Et la congruence, ça veut dire être aligné, en accord entre ce que je pense et ce que je ressens, ce que je dis et aussi ce que je fais. Et immédiatement, quand je suis alignée, quand je suis en congruence, ma posture va changer. Je vais relever la tête, je vais avoir les épaules aussi qui vont se relever et aussi mon regard qui va se poser et qui va accrocher. Par exemple, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'éducation à la sexualité dans les écoles auprès de nos enfants, c'est non. Et c'est non négociable. Autre chose,
L'injection dite Covid, c'était, c'est et ce sera non et non négociable. Contre vents et marées, peu importe que les personnes me parlent plus, peu importe que l'on me traite de complotiste, d'antisémite, de fasciste, d'extrême droite et autres noms d'oiseaux, c'est non et ce sera encore et toujours non négociable. Et je voulais vous le montrer parce que quand on le dit ou quand on l'écrit, ça n'a pas la même force que si je suis alignée, effectivement. Non seulement je vous le dis, mais en plus, vous allez voir à travers mon corps que c'est aligné et que je transpire tout ce que je suis en train de dire. C'est non et c'est non négociable. Alors, c'est un super pouvoir que nous avons tous en nous, qui est parfois bien caché, par la peur notamment, mais que nous pouvons travailler, que nous pouvons aller chercher. Et c'est aussi ça que je voulais vous encourager à faire et à aller voir, à aller creuser. Et pour après, ce super pouvoir de qui je suis, quelles sont mes valeurs et qu'est-ce qui est pour moi important, fondamental et qui n'est pas négociable, pour le mettre à profit de nous-mêmes déjà, mais aussi au service du collectif. Je vais vous donner quelques petites clés que je donne aux personnes que j'accompagne. Comment faire pour trouver justement, aller chercher ces valeurs-là et aussi pouvoir s'affirmer au monde et se positionner. Dans un premier temps, je vous propose de mieux vous connaître en faisant des exercices simples, hein, que ce que je préconise à toutes les personnes que j'accompagne, c'est d'écrire, parce que c'est bien aussi de laisser des traces. Par exemple, ce que je veux dans la vie, ce que je ne veux pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et aussi des questions du type, dans ma vie, quelles décisions j'ai pu prendre ou je prends au quotidien de ma propre volonté, c'est-à-dire qui ne dépendent que de moi et qui ne sont pour moi. Je ne vous parle pas encore une fois d'aller juste prendre une décision de vous faire des pâtes ou de vous faire une salade à la place de l'autre chose. Juste simplement de vous dire quelles décisions j'ai prises dans ma vie, quelles décisions importantes, en conscience, qui n'étaient ni influencées par l'autre et qui n'étaient pas non plus manipulées par une ambiance collective et que j'ai pris pour moi et qui dépendaient que de moi. La deuxième proposition que je vous fais, ces valeurs dont je vous parle, c'est d'aller les chercher à l'intérieur de vous-même. Quelles sont les choses qui ne sont non négociables, qui font partie intégrante de votre vie, de votre personne, qui vous habitent, qui vous animent et qui ne sont encore une fois pas négociables. C'est-à-dire qu'on peut avoir un seuil de tolérance et un petit peu une latitude par rapport à certaines choses qui peuvent être négociables selon avec qui on est, en fonction de l'environnement, et d'autres choses qui ne sont absolument pas négociables et sur lesquelles vous ne transigerez pas. Le troisième conseil, si je peux me permettre de vous faire, c'est de vous entourer aussi. Alors depuis 2020 et même avant pour certains, de vous entourer de personnes dans des collectifs, dans des associations, des fois simplement des rassemblements, de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui partagent les mêmes projets, qui ont les mêmes envies. Cela permet à la fois de se rassurer, de se sécuriser, de se renforcer soi-même et aussi de se motiver les uns les autres. Quatrième conseil, qui est un conseil assez important et je vais peut-être pas me faire que des amis, mais toujours regarder les médias avec méfiance et ça, on l'a appris ces derniers temps en particulier. Je parle ici de tous les médias, que ce soit radio, que ce soit audiovisuel, les publicités dans les rues, vous savez, dans les rues, même sur les autoroutes, tous vaccinés, tous protégés, mettez vos masques, distanciation sociale, et cetera. Des fois avec des projecteurs, des lumières, de fous furieux et des malades, des concepts de malades finalement pour nous faire rentrer dans la tête des propagandes. Et il y a une étude de fait, je me rappelle plus exactement les chiffres et je vous dirai des bêtises, mais qu'on ingère et on intègre dans nous, notre cerveau encode en permanence des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines, de publicités comme ça, de propagande au quotidien. Et quand je vous parle de médias et de vous faire votre propre avis et de regarder les médias avec méfiance, je parle aussi de nos médias dits dans nos rangs, dits dissidents, dits alternatifs. Voilà. En prenant de la hauteur, toujours avec cette position de méta, et en gardant votre esprit critique, votre sens de l'observation, votre discernement, et ne croyez surtout personne sur parole. Faites vos propres recherches. Allez vérifier par vous-même les choses. Cinquième conseil que je voulais donner, et non des moindres, vous êtes votre propre sauveur. Il n'y a et il n'y aura pas de sauveur. Personne. Je dis bien personne ne sait mieux que vous qui vous êtes, quelles sont vos compétences, quels sont vos points faibles, quels sont vos points forts, ce qui est bon pour vous et quelles sont vos limites. Ne vous laissez pas distraire de vos chemins. Ne vous laissez pas sortir de votre route.
Le 6e conseil par rapport aux valeurs, c'est aucune concession. C'est-à-dire, restez qui vous êtes, en accord avec vos valeurs, entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous faites. Ne laissez personne douter de qui vous êtes, ce en quoi vous croyez et ce que vous faites. Le 7e conseil et dernier, plus je suis congruent, je répète parce que c'est ça aussi l'apprentissage, la congruence, c'est-à-dire aligner entre ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais, plus je suis libre, plus je reprends et j'exerce mon pouvoir souverain, mon pouvoir personnel. Alors, il est essentiel de se réunir au niveau collectif, et ça je l'ai déjà dit, évidemment, parce que c'est surtout ce que détestent finalement nos dirigeants, hein, nos élites. Ils nous souhaitent diviser, ils nous souhaitent isoler et dans la peur. Cependant, pour moi, et c'est ce que je voulais voir avec vous ce soir aussi, c'est un deuxième temps de se réunir au niveau collectif. Il faut d'abord traverser ce chemin seul de connaissance de soi pour pouvoir ensuite agir en collectif. Car sans souveraineté intérieure, il n'y a aucune souveraineté collective qui n'est possible. Sans travail personnel, je ne peux pas me mettre au service du collectif. C'est en devenant maître de soi que l'on peut contribuer pleinement au monde avec clarté, intégrité et sens. Une fois ce chemin parcouru et que nous sommes alignés, ancrés, nous avons le devoir, par contre, de nous unir et d'utiliser notre intelligence collective pour trouver ensemble des solutions pour rétablir la vérité, parce qu'il faut la rétablir en permanence, pour faire tomber cet état pervers et de plus en plus totalitaire. Quand je parle de totalitarisme, c'est de plus en plus qui s'immisce dans nos vies privées et créer ensemble ce monde que nous souhaitons pour nous, pour nos enfants et pour les générations à venir. Pour conclure, avant de recevoir mes invités sur ce sujet, je dirais que le pouvoir personnel, c'est le plus gros enjeu que nous avons à travailler pour atteindre ce monde idéal que nous voulons. Sans élite corrompue, sans toutes ces guerres fomentées contre nous-mêmes, contre d'autres pays, contre d'autres peuples, sans toutes ces banques-là qui nous volent notre argent en permanence, sans l'identité numérique qui nous vole nos données privées, sans l'État qui nous contraint, qui nous empêche d'être et d'agir librement au quotidien, sans ce système dit de santé qui fait travailler les laboratoires et Big Pharma à coups de gros sous finalement sans se préoccuper réellement de notre bonne santé, sans ces pesticides, sans cette alimentation frelatée, sans ce système global qui, dès la naissance, nous force à entrer dans des moules, à nous formater, à nous rentrer dans des cases pour que nous soyons tous les mêmes, au nom de toujours de bons mots, l'égalité, le vivre ensemble, la solidarité, l'inclusion. Vous voyez, c'est toujours de beaux mots, enrobés dans de belles phrases, a priori, mais si on regarde vraiment et qu'on lit bien, qu'ils ne veulent strictement rien dire, qui sont utilisés à l'envers, et contre nous en plus. Ce système qui nous tire en permanence vers le bas. Alors la bonne nouvelle, c'est que si je décide que c'est non, tout s'arrête. Vous savez, au théâtre, pour qu'une pièce puisse se jouer, il faut des acteurs, mais il faut surtout des spectateurs. Et si le spectateur n'est pas là, l'acteur ne peut pas jouer. Et nous sommes dans une pièce de théâtre, précisément. Et nous sommes aussi dans le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, triangle infernal, entre bourreau, persécuteur, victime, sauveur. Et si je ne joue pas le rôle, si je ne veux pas participer au jeu, je ne prends ni le rôle de sauveur, ni le rôle de bourreau, ni le rôle de victime, le jeu ne peut pas être joué. Tout s'arrête. Je sors du jeu. Je ne participe pas. Ça se fera sans moi. Et c'est aussi là que l'on mesure, et qu'on a pu mesurer, durant ces dernières années en particulier, le degré de notre positionnement, l'affirmation de soi, jusqu'où on est prêt à aller. C'est encore une fois le travail personnel que je vous invite à faire. Nous avons plusieurs possibilités de ne pas jouer ce jeu dans lequel on nous enferme. Nous pouvons tourner le dos au système, jouer avec ses propres outils aussi, et j'en entends beaucoup, et j'en ai fait partie de ces personnes qui pensent qu'en étant dans le système, on va pouvoir le faire péter, exploser de l'intérieur. C'est très fatigant et ça marche très très mal. Mais c'est épuisant, mais on peut essayer aussi. On peut créer des écoles alternatives, on peut créer des coopératives, tous ensemble, en s'unissant. On peut aussi payer en espèces, sortir son argent des banques, boycotter certaines marques et certaines enseignes. Ainsi, ce que je vous encourage à faire et ce que j'aimerais discuter aussi avec mes invités ce soir, c'est de ne plus être des spectateurs, mais de devenir des acteurs. De ne plus être des enfants,
mais des adultes responsables et ancrés. Comme vous avez choisi ce soir, et je pense que vous avez peut-être mangé pour tous, vous avez choisi la nourriture que vous avez mis dans votre bouche, choisissez toujours aussi avec beaucoup de discernement votre nourriture intellectuelle, spirituelle, émotionnelle, sociale. Pour terminer, enfin, vraiment, Bouddha disait « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que le maître du monde ». Alors, reprenons notre pouvoir personnel. Alors, j'ai pas vu vos commentaires parce que je reprenais le fil. Je ne sais pas si on a nos invités qui sont arrivés. Je voudrais accueillir comme il se doit Isa Sator, qui doit être là normalement en coulisses. Coucou Isa, désolée pour le retard, des petits bugs au niveau informatique juste avant. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Je suis heureuse Merci de d'avoir. vous voir. Alors, nous nous sommes vus en vrai. Ça fait toujours drôle de se revoir après en visio. Nous sommes vus en vrai le week-end dernier. Et tu avais envie de prendre la parole aussi sur ce pouvoir personnel et d'ajouter ta petite touche. Alors, pour rappel, toi, tu es avocate quand même encore Mhm. aujourd'hui, mais plus que ça, artiste aussi. Et qu'est-ce que ça t'a inspiré, ça, justement, la souveraineté, le pouvoir personnel? Ça m'a sauvé ma vie. Enfin, je vais dire, bon, moi, je pense que j'ai le moteur intégré, vu que je suis bretonne, et qu'il y a un atavisme puissant par rapport à l'autonomie, par rapport à la souveraineté. C'est quelque chose qui me parle depuis le berceau. J'ai toujours été maître de ma destinée, si je puis dire. J'ai choisi d'être aujourd'hui artiste peintre parce que finalement la seule place que je trouve décente pour moi aujourd'hui, c'est d'essayer enchanter le monde, ce qui me reste à faire. Parce que avant, j'ai essayé de participer en mettant un petit peu le doigt de pied dans la piscine, en faisant du droit, en devenant avocat, fiscaliste, en me disant je vais passer par les fourches codines de ce qui est imposé, tout en ayant un goût amer, en y allant un peu à reculons, parce que j'avais cette conscience que le monde n'allait pas depuis l'enfance, que rien ne collait dans ce monde. Mais bon, j'ai cherché à avoir une place quand même, une condition acceptable par tous. Et puis, quand j'ai exercé mon métier d'avocat, quand j'ai prêté serment, je me suis dit que c'était encore pire que ce que j'imaginais. Et ça, cette réflexion, c'est arrivé bien avant la période de 2020, du Covid et de cette pandémie. Quand je me suis retrouvée à prêter serment au barreau de Paris, euh, j'y ai trouvé que des désaccords, des choses qui ne me convenaient pas du tout. C'est-à-dire que mon niveau d'éthique et d'intégrité était complètement inadapté à l'exercice de cette profession. Voilà, pour dire les choses. Donc j'ai un peu pratiqué, je suis restée 5 ans au barreau en exercice. Et puis très vite, comme les choses ne me plaisaient pas, je me suis dit que peut-être géographiquement, en se déplaçant, j'aurais pu exercer mon métier dans un endroit plus agréable géographiquement. Et je suis partie dans le Pacifique, où j'ai exercé à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, en pensant que j'allais exercer mon métier un peu comme un artisan, un cordonnier qui allait voir les personnes les unes après les autres et faire les choses avec du temps, avec de l'amour pour les autres. Enfin, disons, dans mon dossier, de chouchouter mes clients, de prendre le temps de faire des conclusions, pas en les dictant dans une voiture, en tournant à 300 à l'heure autour de Paris, en faisant Bobigny, Nanterre, Paris. Enfin, bon, je m'étais aperçue que tout ça était un théâtre, effectivement, que c'était ridicule et quelque chose ne tournait pas rond. Donc je me suis dit que géographiquement, peut-être, je vais pas abandonner le métier tout de suite, mais je vais quand même essayer de comprendre encore 2 ou 3 choses. Et c'est venu très vite parce que là-bas, il y a eu des déconvenues encore beaucoup plus graves en défendant un confrère qui était incarcéré lui-même et dont l'affaire durait depuis 13 ans, m'a demandé de le défendre. Et dans cette défense, j'ai obtenu une relaxe pure et simple pour lui devant la cour d'appel de Nouméa. Et là, j'ai eu de très gros ennuis qui ont commencé. J'ai été mise en examen moi-même. Cette mise en examen a duré 8 ans.
Donc là, c'est vrai qu'il faut avoir de la résilience. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Il faut savoir répondre. À partir du moment où on a une mise en examen, il ne faut pas se barrer, il faut faire face. Et là, c'est vrai que vous êtes seul parce que tout le monde va fuir. C'est une vindicte sociale que d'être en tant qu'avocat mis au banc comme ça. Et donc, tout le monde vous tourne le dos. Là, vous êtes absolument seul. Mais vous apprenez à justement à cultiver cette souveraineté. Vous savez encore que vous n'avez pas perdu le nord, que le droit c'est le droit, que les décisions qui étaient rendues n'étaient pas justes, qu'il y avait des constats que je faisais qui n'étaient pas partagés, mais je sentais que c'était très grave et que forcément un jour ça s'étendrait au-delà de cette île. Eh bien, je crois qu'en 2020, on est arrivé à ce constat. Mais moi, j'avais eu ce recul depuis longtemps que quelque chose ne tournait pas rond euh, à travers ces 180 barreaux, ces cours d'appel, ces magistrats. J'ai vraiment que des choses négatives à rapporter parce que au-delà de cette mise en examen où j'insistais pour me débattre, comme je résistais et que je me défendais de ces accusations qui étaient nombreuses, euh, j'ai été menacée d'être incarcérée pour que on me ferme bien le caquet. Et bon, la Providence a voulu que j'ai trouvé l'opportunité d'échapper à la maison d'arrêt parce que je pense que ce séjour en maison d'arrêt m'aurait définitivement, bien que je sois solide, m'aurait beaucoup atteinte et que je n'aurais pas pu réinventer ma vie à la suite de cela parce que la protection d'un mariage m'a évité d'aller au camp Est. Et je me suis complètement réimaginée parce que mon mari m'avait demandé de cesser d'exercer en qualité d'avocat, puisque son entourage lui avait fait comprendre qu'on ne me ferait pas d'autres misères. Mais en revanche, je ne pouvais pas exercer. Et d'ailleurs, je ne pouvais exercer aucun autre métier, puisque n'étant plus inscrite, j'avais demandé une omission, donc c'est une mise en congé du barreau. J'avais la possibilité de peut-être faire des assurances vie auprès d'une compagnie bien connue qui s'appelle Rothschild, parce que les gens sont venus me chercher en me disant, écoutez, on pourrait peut-être vous proposer de vendre des assurances vie. Donc j'ai appris en quelques jours comment j'aurais pu me réautonomiser financièrement, parce que évidemment on cherche à vous marginaliser carrément. Et la personne qui m'avait proposé de rejoindre cette possibilité, qui était le frère du sénateur Di Borgo, quand le stage était fini au bout de quelques jours, il m'a dit bon, vous avez intégré tout ça très bien, mais je viens de recevoir un coup de fil et vous ne pourrez pas continuer dans notre compagnie parce que sans me donner la motivation, je viens de recevoir un coup de fil comme quoi vous n'êtes pas désiré sans me donner de raison. Donc c'est quand on veut suivre ses valeurs, quand on veut suivre euh, effectivement, on rencontre beaucoup de difficultés, mais il faut pas lâcher. Et donc, je n'ai pas pu me refaire, je vais dire, professionnellement. Je n'ai pas pu aider mon mari à contribuer aux charges du ménage. Il s'en fichait un peu, mais je veux dire, moi, je voulais être autonome et ça m'a mis dans des difficultés pas possibles. Donc, j'ai été obligée de me réinventer. Et je me suis dit, au fond, au lieu de paniquer complètement, mon propriétaire, qui était le frère de Jacques Lafleur, m'a téléphoné, m'a dit Isa, je veux vous voir. Le parquet général vient de me passer un coup de fil par la personne de l'avocat général Jean-Marc Derrien, qui m'indiquait que vous seriez dans l'impossibilité de régler vos loyers maintenant, puisque on vous a mis en examen, vous pourrez plus, on va vous poser beaucoup de problèmes pour exercer, donc vous ne serez plus en possibilité de régler quoi que ce soit. Et lui, il a été génial aussi à ce moment-là. Il m'a dit, écoutez Isa, je trouve ça absolument dégueulasse. Je vais vous rester chez vous, il n'y a aucun problème. Même si vous ne pouvez pas régler le loyer, vous serez chez vous. Parce que je trouve ça épouvantable. Donc sur mon chemin, je peux quand même rencontrer des gens qui pouvaient comprendre cette adversité.
Et finalement, comme ma condition de femme avait changé, je n'avais plus besoin de cet appartement, mais ça fait que j'étais vraiment devenue dépendante de nouveau de mon mari. Et je me suis dit que cette injustice, parce que c'est énorme comme injustice de plus pouvoir être autonome financièrement, le ciel me l'a rendu parce que je n'ai pas été au camp Est, mais j'étais quand même dans une condition qui était difficile. Je me suis dit, il faut que je me réinvente sans paniquer, en me disant que peut-être, c'est ça aussi un exemple de résilience, c'est que euh, sans paniquer, je me suis dit, je ne connais pas la cause de cet état aujourd'hui, mais peut-être que demain, je la connaîtrai. Peut-être que demain, je saurais pourquoi c'est difficile comme ça, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce truc qui me tombe sur la tête. Ça doit avoir un sens en vérité, et il faut que j'apprenne de ça. Et quelque temps après, j'ai trouvé un atelier dans un chantier naval, et je me suis remise à peindre, mais vraiment avec l'ambition d'être professionnelle. Et dans ce chantier, j'ai peint des œuvres grandes comme j'aime faire. Et je les ai exposées chez mon coiffeur à Nouméa, donc ça, on repart du zéro, tout le monde se fout de votre tête parce que la peintresse, enfin des moqueries. Et est passée par là une Danoise qui m'a vraiment félicité pour cette œuvre. Elle a cherché par l'intermédiaire de mon coiffeur d'avoir mon téléphone et de me dire, écoutez, il faudrait que vous preniez quelques photos, envoyer une diapo pour un concours à Paris, pour le Salon des artistes français. Et j'ai écouté son conseil. J'ai fait tout ça, et j'ai mis l'enveloppe dans la boîte. Et ce jour-là, j'ai senti que ma vie allait basculer. C'est l'intuition que j'ai bien fait de suivre ce conseil et que vraiment ma vie allait basculer à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé. Le concours m'a permis de gagner une médaille d'or. J'en ai eu même 3. Mais d'un point de vue personnel, ça m'a chamboulé toute ma vie. J'ai été amenée à divorcer, j'ai amenée à changer de continent. Donc ça veut dire que quand on fait ce genre de révolution jusqu'au bout, effectivement, on prend aussi la responsabilité de ne pas avoir peur, effectivement, de tout changer, de renaître, de se laisser porter, peut-être par la destinée. Et donc, ça m'a amené à m'affirmer en tant que peintre, de ne vivre qu'avec ça, sans l'assurance de pouvoir manger. Donc, j'ai quitté des idées confortables. Je ne sais pas si c'est inné. C'est pour ça que je vous dis que j'avais peut-être un système intégré. Ça m'a jamais fait peur. Même s'il faut pas manger pendant 3 jours, c'est pas bien grave. Mais je savais que d'une façon générale, j'allais enfin imprimer ce qui m'anime vraiment, ce qui est moi, ce qui est mon âme. Et le droit n'était pas assez grand pour moi. Je suis désolée de le dire, c'est trop étroit. Je me suis rendu compte que dans les audiences, la messe était dite, que tout ça était ridicule, qu'il faut pas avoir peur de le dire. Et donc le droit, c'est quelque chose d'intéressant, mais je veux dire la justice des hommes était quelque chose à mes yeux de tellement ridicule que je me suis dit bon ben faut y aller quoi. Il faut pas avoir peur de se poser là, de dire ces choses-là et de foncer et de faire en même sa peinture. Moi, ma peinture, au départ, c'était très critiqué parce que j'ai beaucoup de liberté dans mon trait, dans ma palette. Donc, je me suis imprimé mon esprit sur le canevas. Et même si on me lançait des tomates et autres, j'en avais rien à faire parce que j'étais déjà passée par quelque chose qui était vraiment dur. Et après, tout le monde trouve formidable ce que vous faites. Donc, je me suis dit, mais il faut pas faire attention à ce que racontent les autres. Leur opinion, ils ont le droit de l'avoir, mais c'est pas ça qui va guider ma vie. Donc, je trouve que c'est tout ce que tu as dit, Lise, dans ta conférence de samedi, elle est remarquable. Il y avait tous les points, la souveraineté personnelle, la souveraineté morale, la souveraineté corporelle, la souveraineté collective, et de revenir. Je crois que dans notre histoire de l'humanité, on n'a jamais été vraiment souverain. Je pense que le saut quantique qu'on doit faire tous ensemble nous amènerait peut-être à cette véritable souveraineté. Alors, je pense que tu es venu me demander de venir animer ce sujet, dont je suis honorée, parce que c'est vrai que dans ce que j'ai pu traverser,
tous ces points-là, ça me parle, tous les points. Et je me disais qu'à travers mon message de peintre, il y a des gens qui me collectionnent aujourd'hui et qui comprennent entre les messages qui sont superposés dans mon travail, parce que ça peut avoir une allure soit naïve, soit explosive. Mais derrière, à la lecture, à la collection des œuvres, on peut comprendre que je suis passée par tout ça. Et qu'en fait, c'est une peinture joyeuse. Il faut, pour moi, c'est ça l'arme. Il faut aller de l'avant, même si c'est très difficile, même si on peut avoir l'impression qu'on va tomber dans un ravin. Bah, curieusement, on tombe pas. Il faut avancer. Et voilà, c'était un peu Je sais pas, je pense que Lise, tu as pensé à m'inviter peut-être pour que je raconte en vrai comment on peut se débrouiller et pas juste donner des définitions et que Ouais. j'invite tous les gens à croire en eux. Merci beaucoup, Isa. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ta joie de vivre au quotidien aussi, parce que moi, je te connais personnellement et voilà, on a pu partager encore quelques jours ensemble le week-end dernier. C'était génial. Et voilà, cet élan effectivement de vie en toi et de résilience, tout en avec humour, sortant des bombes comme ça tout le temps et en permanence. Et c'est ça aussi qui te caractérise. On va accueillir Cécile. Merci infiniment. Isa, tu restes avec nous, hein. On va accueillir Okay. Cécile Maïchak, qui, si on parle de souveraineté et pouvoir personnel, est hein, quand même la femme qu'il faut nommer. Parce que Cécile, Bonsoir. merci pour ta patience, Cécile, pour le retard. Je suis vraiment Il y a désolée, c'est entièrement de aucun ma faute problème. avec ces mises à jour sur ordinateur. Cécile, merci d'avoir accepté mon invitation, toi aussi, Avec parce que tu fais plaisir. partie de mes amis avec Isa aussi et des personnes qui, Bonsoir voilà, Isa, bonsoir Lise. en qui je reconnais beaucoup de valeur et d'humilité aussi. On en avait parlé déjà, Cécile, dans d'autres émissions, mais quand tu t'es mise en action, toi aussi, comme moi, ça nous a redonné de la force. Et ce pouvoir personnel, qu'est-ce que tu voulais nous dire à ce sujet-là, ce soir, et en termes de souveraineté aussi? Mais à peu près 3484 choses. Alors je vais essayer de, je vais essayer de sélectionner. J'ai entendu le mot résilience là de la part d'Isa. Et je pense que c'est une des rares fois où je l'ai entendu utiliser dans le vrai sens du terme. Donc, c'est-à-dire que la résilience, c'est cette force, cette capacité que vous avez à donner le coup de talon au fond de la piscine quand vous êtes au fond. Donc c'est pas la résilience, c'est pas de se préparer à aller au fond, c'est de réagir quand on est au fond. Et ça, c'est la résilience. Donc, parce que ce terme, il est utilisé pour l'instant vraiment dans tous les sens. C'est un sujet qui m'intéresse très très fort. Cette question, enfin la question de la résilience. Et donc c'est ça la résilience. Et c'est vrai que ça m'évoque beaucoup de choses. Il y a une chose, je pense qu'on s'interdit aujourd'hui et qu'on utilise beaucoup en coaching aussi. Tu as parlé d'éléments de coaching, hein, des valeurs, enfin une réflexion sur les valeurs, etc. Il y a quelque chose qu'on utilise assez bien en coaching, un terme qu'on utilise, c'est le champ des possibles. C'est-à-dire se laisser aller à envisager le champ des possibles. Alors avec mes bras là, j'écarte les bras tout grands, on le voit pas à l'écran, mais et ça, c'est une chose aujourd'hui qu'on s'interdit assez bien de faire et je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de faire ça. Donc c'est-à-dire, il m'arrive, une tuile où ça va arriver, ça va nous tomber dessus, on échangeait, là tout récemment, je te parlais de l'effondrement économique qui arrive, à coup sûr. Je veux dire là, on le sent, hein, c'est presque physiquement, on le voit venir et donc que va-t-il se passer? Alors on peut se cacher dans un coin, se mettre en boule et pleurer et puis on peut aussi envisager, pardon, le champ des possibles, c'est-à-dire se laisser aller à imaginer tout ce qui peut nous permettre de rebondir, de survivre à ce qui va se passer et de peut-être en sortir encore grandi, encore mieux, encore grandi, et cetera. Et vraiment, je trouve que dans la population, dans tous les gens que je rencontre, c'est presque une chose qu'on s'interdit aujourd'hui. Ce champ des possibles. Oui, mais non, ça ira pas. On prend même pas le temps de réfléchir. Peut-être tu pourrais essayer ça. Non, mais non, ça n'ira pas. Ou ça, non, non, non plus, non, je l'ai déjà fait une fois. Eh ben non. Je pense vraiment que le fait de dire pourquoi pas. Et il y a une technique qui existe en impro, en théâtre, en impro,
C'est vraiment une technique qu'ils utilisent, c'est de dire, plutôt que de dire non, ouais, mais non, je crois pas, là, c'est de dire oui et. Tu vois, quand par exemple tu me lances une idée, je pourrais dire ouais, mais non. Mais plutôt que de dire ça, je vais dire oui et amener quelque chose qui va prolonger cette idée. Et en utilisant cet outil-là du oui et, alors on peut ouvrir le champ des possibles. Alors que si directement on se dit mais non, ça ira pas, ça va pas le faire. Alors évidemment on ferme tout en fait, clac, 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 on ferme tout. Et quand on a par exemple commencé le Doctoton, euh, quand j'ai eu l'idée du Doctoton dans une émission, je suis sortie de l'émission, j'en ai parlé avec Thierry. Thierry a directement plutôt, pourtant c'est ce qu'on appelle un mismatcher en coaching. Donc ça veut dire que il a plutôt tendance à dire je suis pas sûr, pourquoi pas, enfin plutôt comme ça, même s'il est optimiste, mais il a plutôt cette tendance-là. Mais là, il a bien rebondi. Il a dit oui, en fait, ce que tu veux faire, c'est un marathon de docteur. J'ai exactement. Et c'est comme ça que le nom est apparu. Et puis sur un coin de la table de salle à manger, on a fait la liste des médecins peut-être qu'on pouvait imaginer dedans. On a dessiné le logo qui est très moche, hein, le logo du premier, l'affiche, c'est vraiment très très moche. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas eu de graphiste là derrière, rien du tout. Mais n'empêche, sur la base d'une idée, avec quelqu'un qui a dit oui et blablabla, et bien après on a parlé à un autre médecin qui a dit ah oui et blablabla, et hop, ça a donné un truc de fou. Qui a quand même fait à peu près une dizaine de millions de vues quoi, au moment même. Donc c'est un truc qui est devenu énorme, alors qu'à l'origine, il y a juste une petite idée avec quelqu'un qui connaît, moi je connaissais à l'époque peut-être 4 médecins, quelque chose comme ça. Et l'idée que j'avais, c'était d'inviter 500 médecins pendant 24 heures. Bon, il n'y a pas eu 500, mais c'est pas grave, on a quand même eu 300 docteurs, qui n'est pas des médecins, des docteurs, des médecins et d'autres docteurs. Mais ce qui a permis ça, c'est le oui et, c'est le champ des possibles, c'est le fait d'ouvrir. Euh, quand quand j'ai arrêté l'école, donc très tôt, hein, j'avais 16 ans quand j'ai arrêté l'école, hein, pour des raisons familiales pas évidentes, et j'ai recommencé à reprendre les cours. Au moment où j'ai repris les cours, je me suis dit, bah, je peux au moins essayer ça. Donc, je peux au moins essayer d'obtenir mon diplôme de secondaire, quoi. Tu vois, juste le niveau bac, tu vois, parce que c'est pas pareil en France et en Belgique. Alors, si je commence à donner les noms, ça va pas être évident. Mais donc, moi, je peux essayer ça. Donc là, j'ai fait 3 ans. Puis après, pendant que j'étais là, un prof m'a dit, mais tu devrais faire après la licence, ce serait bien, ce serait. Et je me disais, mais peut-être je peux pas. Mais si je m'étais arrêtée, mais non, mais je suis pas sûre d'être capable de le faire. Ben voilà, je m'arrêtais là et c'était fini. Et puis là, je me suis dit, bah pourquoi pas, je peux essayer, oui. Donc j'ai essayé, j'ai tâtonné sur une formation qui m'a pas plu, je l'ai recommencé une autre. Et donc voilà. Et puis ensuite, je me suis dit, ben, en fait, mon rêve d'enfant, c'est l'université. Mon rêve d'enfant, toute petite, quand j'en ai entendu parler, c'était d'aller à l'université. Et donc, quand j'ai eu fini cette licence, je me suis dit, mais peut-être que c'est possible. Alors, j'ai laissé le champ des possibles ouverts. J'ai commencé à faire quelques recherches. Et puis, j'ai appris que je devais faire une année qu'on appelle en Belgique une année passerelle, c'est-à-dire une année qui me permettait de passer de ces études de cours du soir au niveau licence à master. Donc, j'ai fait une année comme ça. Tout ce temps-là, je bossais, hein, tout ce temps-là, je travaillais. Et puis ensuite, j'ai repris le master. Et quand la première fois que je me suis assise sur un banc d'université, ça a été une émotion juste incroyable. Et puis j'ai quitté donc je suis arrivée à la fin de ce master et j'ai été engagée par un de mes profs d'université pour travailler avec lui. Et quand je suis arrivée dans cette boîte, je me souviendrai toujours. Je suis dans le couloir, là, je croise un collègue et moi, je me disais, mais ils se sont trompés à mon sujet, ils vont s'en rendre compte, tu vois, ils vont s'en rendre compte. Ils vont se rendre compte que le directeur va se rendre compte que c'est de la, enfin voilà, je ne vaux pas ce qu'il pense de moi, quoi. Et puis là, je rencontre un collègue bien sapé, tout ça, et qui me dit, mais ah oui, moi je reviens de Nouakchott. Et là, je reste comme ça, Nouakchott, je connais pas Nouakchott, je sais pas ce que c'est. Et donc, je vais dans mon bureau, vite, vite, je regarde Nouakchott, capitale de la Mauritanie, j'en savais strictement rien. Et là, je me dis, mais vraiment, je suis pas là. Et puis, j'ai travaillé là pendant 10 ans. Et puis, j'ai refait 3 ans d'études dans autre chose. Et puis, j'ai changé. Enfin, et en fait, c'est juste l'idée. C'est l'idée que c'est possible. C'est possible. Alors, il y a une petite phrase, je vais à nouveau parler de coaching.
Mais il y a une petite phrase en coaching qui est géniale, c'est le non, tu l'as déjà. Le non, tu l'as déjà. Si tu veux faire quelque chose et que tu ne bouges pas, le non, tu l'as déjà. Si tu veux faire quelque chose et que tu demandes ou que tu fais des recherches ou que tu essaies, alors là, tu as une chance d'avoir un non ou un oui. Alors que si tu ne fais rien, le non, tu l'as, c'est un acquis. Et ça, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être un peu retenu. Le non, on l'a déjà en ne faisant rien. Donc, bah, autant essayer du coup. Hein. Donc voilà, c'est vraiment l'idée que le champ des possibles peut s'ouvrir, au moins mentalement, s'autoriser à ça. Pour moi, c'est un gros cadeau qu'on se fait en fait, ce champ des possibles. Alors si on est visuel, on peut ouvrir le champ des possibles visuellement, hein, en prenant des images, en dessinant, en faisant une carte heuristique ou une mind map. On, on peut le faire visuellement. Si on est auditif, on va utiliser plutôt le sens qui fonctionne. Voilà, on va en parler, s'enregistrer, etc. Laissez venir toutes les idées. Par exemple, laissez venir les idées le matin. Au réveil, vous avez des idées, enregistrez-vous, notez-les, parce que ça, c'est un moment magnifique hein, quand on a posé toutes les armes là. Toute la nuit, et ça cogite, et puis le matin, tac, on note tout. Donc, et de se laisser aller au moins à s'autoriser à avoir des idées. Voilà. Enfin, pour moi, c'est un. Puis revenir aussi à l'enfance. Viens, on faisait, j'aime bien. On disait qu'on était ceci voilà. ou cela. Dans le meilleur des mondes. Et viens, on disait que j'étais un chevalier, que tu étais une princesse. Et on imagine, voilà, c'est de retourner effectivement et d'ouvrir ce champ des possibles et se dire et si dans le oui, effectivement, si je m'autorisais à, qu'est-ce qui se passerait plutôt que le non, comme tu dis, qui est déjà L'enfant, acquis. quand il dit on disait qu'on était des cow-boys ou on disait qu'on était ceci ou cela, lui, il l'est. Hein. Lui, il joue pas, hein, il l'est. Il fait pas semblant, lui. Il le devient. Et c'est incroyable ce qu'on peut. D'ailleurs, ça me fait penser à la visualisation créatrice, qui est un autre outil d'une puissance incroyable. Mais si par exemple vous devez faire, je sais pas moi, passer un entretien d'embauche ou peu importe quoi, aller affronter quelqu'un qui vous impressionne, ben vous pouvez faire cet exercice de vous imaginer dans la situation et vous réussissez, vous obtenez ce que vous voulez, avoir une négociation ou quelque chose comme ça. Mais oui, visualiser la réussite. C'est une excellente façon de faire et c'est un peu ce que les enfants font parce qu'ils sont dans l'imaginaire, ils voient autour d'eux, dans leur tête, quoi. Ils voient la situation et ils deviennent ça. Donc, bien sûr, et on peut réactiver ça, tout à fait. Ça, je le pense vraiment, assez facilement. Cécile. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va accueillir Michel avant qu'il soit complètement désespéré parce que nous sommes hyper en retard. Michel Lemaire, que tu connais aussi, Cécile, Isa, je sais pas. Coucou Michel, merci pour ta patience. Ah, il y a le micro de Michel qui est coupé. Ah, ouais, ça y est. Voilà, Michel, attends, je présente aussi ton livre. On avait déjà fait 2 émissions ensemble. Le monde d'après avec la PNEI. Bonjour Michel. Alors Michel. Bonjour Cécile, oui, je sais pas si. Avec Isa. Ah, et on voit ma Véro aussi. Ah, coucou Véro. On la Elle voit aussi rarement. en parlait de la souveraineté, Véro. Ah, ouais. Non, elle veut rester. J'avais plus de, comment j'appelle, de batterie, il me semble. Okay. Voilà. D'accord. Alors Michel, qu'est-ce que tu voulais nous dire toi sur souveraineté et pouvoir personnel? Moi, ça t'évoque? Je suis d'abord très heureux d'être là. Et puis, merci pour cette invitation, Lise. Et puis surtout, tout ce que je viens d'entendre, pour moi, voilà, quoi. C'est effectivement, on est en plein dedans. Et je le vis tous les jours depuis un certain temps. Ça fait quand même quelques années que je vis ça d'une manière viscérale, on va dire, quelque part, de fil en aiguille. Oui, il faut écouter, il faut prendre, il faut construire, il faut se laisser construire. Il faut absorber un petit peu son environnement. C'est un peu comme ça que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, où j'avais aucune prétention sur le sujet, ni sur plein d'autres, hein, puisque moi j'ai commencé dans la mécanique. Bon, voilà. Hein. Je sais ce que c'est comment dire, qu'une montre, je sais ce que c'est qu'une pelleteuse, je sais ce que c'est que démonter une boîte de vitesse.
puis ainsi de suite. Et puis de fil en aiguille, on arrive à écrire des livres, on arrive à faire des choses, parce que justement, on laisse les portes ouvertes. Hein, comme tu dis, Cécile, quoi, c'est ça, voilà, on devient un proacteur de son milieu, de son environnement, de soi-même, de son personnage. On prend position dans son personnage, et à partir de là, ben, on va construire un environnement, on va construire son environnement et son bien-être. C'est comme ça que je suis rentré dans la notion de la PNEI, en fait, en écoutant simplement. Hein. Définis-nous la PNEI rapidement, Michel, si tu veux bien, parce que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit, je pense. Alors, la PNEI, c'est une science qui découle d'un prix Nobel dijonnais qui s'appelle Roger Guillemin, prix Nobel de 1977, qui en fait nous fait comprendre que ben, les orientaux, avec leurs croyances ancestrales, avaient bien raison par rapport à nous, les occidentaux, où on fait des cases, on distribue un petit peu des rôles à tout notre système. Et puis, ben, les orientaux, ils ont une vision beaucoup plus générale de la vie. Et c'est comme ça qu'ils nous ont amené le yoga, c'est comme ça qu'ils nous ont amené plein de choses comme ça. Et de fil en aiguille, aussi la réincarnation, choses comme ça. Donc, de fil en aiguille, on voit bien que le monde du vivant, il est beaucoup plus large que celui qu'on voudrait nous vendre aujourd'hui, autant dans le domaine social que dans le domaine médical, que dans le domaine politique ou économique. C'est tellement vaste qu'on ne sait plus trop bien ce que c'est que la vie, quelque part. Parce que, bon, après, il y a des choses qui se font petit à petit, quoi. Donc, la PNEI est quelque chose, à mon avis, d'extrêmement intéressant. Et c'est pour moi, c'est la psychoneuroendocrino-immunologie. Hein. PNEI, c'est ce que ça veut dire. C'est en fait en directe relation avec la souveraineté et le pouvoir personnel, son pouvoir. Et c'est son pouvoir qui se transforme en quelque chose de biologique. Et donc, il y a une lecture entre le corps et l'esprit que les orientaux nous ont vendu, enfin, ont construit autour du monde. Et de fil en aiguille, nous sommes un ensemble. Et cet ensemble, il existe en nous. Et c'est à nous d'aller le chercher, d'aller l'écouter, d'aller le construire du jour en jour avec nos activités, nos fréquentations, notre alimentation, et ainsi de suite. Donc, Roger Guillemin a fait des recherches entre les deux guerres à peu près, et il a eu un prix Nobel sur ses découvertes qui, en fait, c'est les neurohormones. Et les neurohormones, c'est la gestion du stress. Et la gestion du stress, ben, c'est évidemment une liaison avec la souveraineté, c'est-à-dire que si on n'est pas bien dans sa peau, si on n'est pas souverain de soi-même, ben, on va être en situation de stress. À peu près ça, pour être simple. Donc, à partir de là, il faut arriver à gérer un petit peu son environnement pour ne pas être sujet à trop de stress et à partir de là, pouvoir faire des choix cohérents, être bien dans sa tête et ainsi de suite. Donc, c'est la PNEI, en fait, c'est ça. C'est la liaison entre le système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire. Donc, c'est le vivre ensemble, mais soi-même, dans un ensemble. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. C'est un champ d'études qui est relativement nouveau, puisque même si il y a eu un prix Nobel en 1977, on a commencé seulement à considérer la PNEI autour des années 70 aux États-Unis, et puis bien évidemment, c'est pas trop bien compris par l'ensemble socio-éducatif même et médical aujourd'hui, parce que ça dérange un petit peu les chapelles, hein, parce qu'en fait, il n'y a plus de chapelles, tout est un ensemble. C'est-à-dire que la psychologie, elle a une liaison avec l'alimentation, et l'alimentation a une liaison avec la psychologie, et l'activité physique, et la relation à l'autre d'une manière générale. Donc, de fil en aiguille, il n'y a plus de chapelle, tout est un ensemble. Et quand on commence à raisonner un ensemble comme ça, ben, évidemment, au niveau professionnel, comment on fait, hein, une carte de visite, sur la carte de visite, il y a une formation, il y a un diplôme, il y a une assurance économique, il y a une garantie juridique, et ainsi de suite. J'aime bien d'ailleurs, Isa, tu parles de justice. Ben moi, je suis arrivé à tout ça à cause de la justice. Parce qu'en fait, la justice est injuste, mais quelque part, elle construit quelque chose. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les échecs sont des pouvoirs à construire, des devoirs à construire. Comment on va s'entendre, comment on va se réinventer.
Et comme tu dis, bon, on se réinvente, on n'est pas bien là où on est, ben on devient artiste, on devient ceci, on devient cela. Et si on m'avait dit il y a 20 ans, tu vas écrire un livre, j'aurais dit, non mais, t'es pas un peu fou, toi. J'arrive déjà pas à en lire un. Parce que c'est à peu près ça. Et aujourd'hui, je passe ma vie à écrire. Je suis en train de refaire un livre d'ailleurs sur la PNEI qui va évidemment, enfin, qui va sortir, je pense, d'ici la fin de l'année. Donc il y a une certaine autonomie par rapport à tout ça. C'est une certaine autonomie qui nous donne un bien-être personnel, qui va donc influencer notre santé personnelle, mais aussi sociale. Et puis, quelque part, on va apprendre à gérer notre environnement, gérer notre situation environnementale d'une manière générale, par des outils simples qui vont être, par exemple, comme le yoga ou la méditation, mais aussi l'alimentation, mais aussi nos fréquentations, mais aussi nos activités physiques. Et on s'aperçoit que là, c'est un agglomérat qu'il faut considérer en un ensemble. Donc, la vie, c'est le vivre ensemble, c'est ça. Et c'est ça qui est un petit peu dérangeant pour beaucoup de gens. Et donc, du coup, à partir de là, donc, quand on va avoir des endorphines qui vont se développer, ainsi de suite, donc ça va être la partie biologique. Et on voit bien qu'elle a une lecture, la biologie. La biologie existe. Elle est ancestrale. On est quelque part la seule résultat des millions d'années d'évolution. Et j'adore le livre de Patrick Guillemin qui dit tous descendants de chasseurs-cueilleurs, et nos cerveaux s'en rappellent. C'est-à-dire que quelque part, on est tous dans ce moule. Et donc, les 4 principes de la PNEI, et qui vont du côté du pouvoir personnel, à mon sens, de la maîtrise de notre système émotionnel et de la résilience, comme tu dis, Cécile, c'est la peur déjà. Alors, quand on a peur, évidemment, on ne va pas être bien dans sa peau. Donc, essayer de gérer ses peurs et de les comprendre, et puis de les voir. Ensuite, ça va être la procréation, parce que quelque part, ça fait 80 000 générations qu'on est là. Donc, forcément, on a un acte principal, quelque part, qui nous est insufflé par la vie, par notre histoire, c'est la procréation. Ensuite, on a un troisième cadre, c'est la position sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, où on va. Et j'ai bien aimé la position d'Isaac qui nous dit, voilà, quoi, je ne suis pas dans un bon milieu, qu'est-ce que je fais? Je change de milieu, je me fais artiste, alors que, oui, on va se faire prendre pour un fou, on va se faire prendre comme moi je l'ai été. Hein. J'ai été chef d'entreprise, j'avais une quinzaine d'employés, machin, tatati, tatata. Aujourd'hui, je suis, on ne sait pas trop, c'est un hurluberlu un peu quelque part, mais qu'est-ce qu'on y est bien? Hein, quand on arrive à les vivre correctement, qu'est-ce qu'on y est bien? Parce que quelque part, on est en phase avec soi-même et quelque part, on a des endorphines qui nous poussent à. Et puis la dopamine et ainsi de suite. Et tout ça fait que quelque part, on a un sens comment dire, une envie de vivre tout ça de manière assez cohérente. Donc, ça me paraît très intéressant de regarder un petit peu tout ça et de maîtriser son histoire émotionnelle pour arriver à une résilience, comme tu dis, Cécile, qui est quelque part structurelle, pour finir. C'est quelque chose de structurel. Alors moi, pour faire simple, quand je discute vite fait avec les gens, je dis n'importe comment. Il n'y a pas 50 sortes de gens, il y a les A bons et les A cons. Quand on rencontre quelqu'un, je crois que je te l'ai fait, Elise, hein, je te vois rire. Bon, quand on rencontre quelqu'un, il vous dit bonjour, il dit ah bon, bonjour, oui, on va discuter, on va engager la conversation. Je vais apprendre quelque chose de quelqu'un et moi, et ça va être l'inverse. Et puis il y a l'autre qui, dans la rue, dit c'est qui celui-là, c'est qui ce con. Et donc, résultat de l'opération, on croise son chemin, puis c'est tout. Donc en fait, on choisit sa case. On se met où? Et à partir de ce moment-là, on va se promener en ville en sifflant. Et quand on siffle dans la rue, je fais l'exercice assez régulièrement. J'aime bien parce que les gens sont. Vous savez, il y a les gens qui sont là, ils baissent la tête. C'est qui celui-là? C'est un fou. Hein, ça dérange. Et puis tu as l'autre qui te regarde et puis qui sourit. Et donc, ça, c'est des expériences qui sont assez rigolotes à faire. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'on prend du plaisir à vivre un petit peu comme ça. Donc, c'est comme ça que je sens la souveraineté, c'est-à-dire que quelque part, se permettre de vivre, se donner la possibilité de se vivre ensemble
et de réécrire son histoire biologique, parce que quelque part, c'est aussi changer un petit peu son système biologique, gérer mieux son stress, digérer mieux, et ainsi de suite. Et puis, c'est aussi arriver à sortir de la manipulation, donc de la peur. Et c'est ce qui s'est un peu passé ces dernières années. Ces dernières années, les gens ont eu peur. C'est tout. Ils se sont fait manipuler parce qu'ils avaient la peur. Les résultats de l'opération, tout le monde s'est enfermé, tout le monde s'est cloîtré, on a mis des masques, ceci et cela. Et tout ça pourquoi? Alors, pas tout le monde, notamment les Oui, personnes présentes ce soir, voilà, pas tout le monde. voilà. Mais justement, on avait une certaine souveraineté. Et on a été Ypsilon. Comme je dis, on a quoi? On a été peut-être 2% ou peut-être 5% à se positionner un peu comme ça, on voit bien. Et aujourd'hui, on finit par en rigoler entre nous, quoi. C'est ça qui est rigolo, c'est ça qui est beau, Ouais. quoi. On rigole entre nous. Et on devient pas du tout manipulable. C'est-à-dire que quelque part, OK, on pose, on regarde, on étudie, on a un esprit critique qui va commencer à se construire. Et comme dit Isa, bon, ben voilà, dans des prétoires, on raconte quoi? Ben, j'ai encore eu une expérience il n'y a pas très longtemps, là. Je me suis bien amusé. Parce que, évidemment, quand on se retrouve avec un inspecteur de police un petit peu vieillot, qu'on commence à parler de la PNEI, je vous garantis qu'on rigole. On rigole sérieusement, hein. Mais c'est jouable. Et on a des possibilités avec tout ça. Donc, je suis assez content de participer à cette émission ce soir parce que, quelque part, évidemment, voilà, le message est là, c'est-à-dire qu'on a tous les outils en nous, mais il faut, comme tu dis, Cécile, il faut savoir en sortir, quoi. Il faut savoir dire, la porte est ouverte, on fait comment? Ou elle est peut-être pas tout à fait ouverte, mais au moins, allez, on va pousser un peu le truc, quoi. Et de fil en aiguille, ben tiens, c'est possible, pourquoi pas. Et moi, je suis comme toi, je ne suis pas allé à l'école longtemps, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Cécile, du coup, je te voyais acquiescer, avoir Oui, des. je Qu'est-ce que tu auras envie? trépigne. Oui, je vois. Mais ça me fait penser à un film de plus en plus, j'ai l'impression d'être dedans d'ailleurs, c'est le Truman Show avec, je sais plus comment il s'appelle. Peu importe, mais donc ce film où il est dans une histoire qui en réalité pas la sienne, qu'on a créée pour lui, et on l'a regardé il y a pas longtemps parce qu'on se disait ici, mais vraiment, on est là-dedans, quoi. On est vraiment dans un truc comme ça. Et quand Michel juste maintenant disait ouvrir la porte, ça me fait penser à ce qui se passe à la fin, hein, où il a tout son décor derrière lui et puis il monte quelques marches comme ça et il ouvre la porte et il rentre dans sa vie à lui. Et c'est vraiment ça, l'image, elle est très très belle, je trouve, hein. Le fait d'ouvrir une porte, ça me fait penser aussi à Étienne Chouard, à l'UR, donc en conclusion, qui disait on est tous là dans une cellule, on se bat pour ouvrir la grille, pour savoir qui aura le meilleur morceau de pain ou je ne sais quoi, on se bat entre nous, alors qu'il suffit de se retourner et la porte, elle est là, elle est ouverte et on peut sortir, quoi. Et dans nos têtes, on a cette porte. Dans notre tête, elle est là, cette porte. Voilà. Et donc, on peut l'ouvrir, cette porte, et aller vers ce que j'appelle le champ des possibles et tout ce qui nous est. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire quand on se laisse imaginer. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit ça. Il croyait que c'était impossible jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il le fasse. Oui, c'est l'américain, mince, on a l'association, ça, jusqu'à ce que. C'est comment je ne sais plus le nom. Hein. Enfin, ouais. Mais c'est vrai, hein, c'est vraiment. Nous mettons une limite incroyable. C'est comme quand on dit oui, mais on va à l'école pour ça. 10% de notre ordinateur, mais c'est pareil pour notre cerveau, quoi. Hein. Vraiment, on peut ouvrir les portes. Hein. Il y en a beaucoup à ouvrir. Hein. Le résultat de l'opération, on se retrouve à faire des conférences sur la PNEI, alors qu'il y a 10 ans, mais c'est quoi cette histoire-là, quoi? J'avais quasiment peur des gens. Et en fait, c'est aussi le formatage, le résultat de ce dans quoi on a été mis depuis petit, de dissocier aussi le corps et l'esprit. Alors que là, c'est de reconsidérer les choses, la PNEI notamment, mais la PNL, il y a plein d'autres outils, de se dire qu'on est tout connecté. Parce que quand tu parles du vivre ensemble, Michel, tu parles du vivre ensemble déjà avec soi-même.
Ben voilà, Déjà d'être aligné. voilà, c'est Isa, déjà ça. est-ce que tu voulais dire quelque chose, Isa, par rapport à ce que Euh, l'intervention de Michel? oui, il y a un mot qui me paraît essentiel, c'est en fait pour les gens qui nous écoutent ou pour ceux qui ont peut-être du mal à faire des 180, à changer tout, On il y fait a peur des... Pardon? on fait peur aux gens, ouais, en général. Oui, ça c'est sûr, mais il faut se dire que avoir cette souplesse comme ça de d'être, euh, il faut euh, il faut peut-être se faire aider. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place maintenant en France, par exemple, comme nous étions au hameau de l'Étoile, Lise, ce week-end, c'est un endroit absolument fabuleux pour augmenter justement peut-être son discernement, c'est toutes ces choses que nous avons à l'intérieur pour avancer, se reconstruire. Il y a peut-être les choses à travailler. Il y a forcément au hameau de l'Étoile, il y a par exemple, c'est puisque c'est un lieu que je commence à bien connaître maintenant, il y a absolument plein de programmes pour arranger tous les aspects de la vie, que ce soit la vie affective, la vie sexuelle, la vie en groupe, avec cette notion de gouvernance partagée. Je viens de découvrir ce terme, moi, ce week-end. Je ne savais pas que ces choses-là existaient. Justement, quand les gens sont à peu près, qu'ils ont un peu travaillé sur eux, ils peuvent intégrer effectivement mieux des collectivités, des collectifs, des groupes. Et ça s'apprend d'être en groupe aussi. C'est-à-dire, ça s'apprend, on augmente sa souveraineté personnelle, mais aussi, ça s'apprend d'être en groupe. Et il y a tout plein de gens qui ont réfléchi sur comment on peut gouverner ensemble. Et cette gouvernance partagée, je l'ai trouvée très amusante, avec les chapeaux de Bono, tout ça, sont des mondes qu'il faut découvrir, qui existent. Et puis, tous les gens qui peut-être n'osent pas peuvent se faire aider et puis croire au sacré aussi, à la connexion qu'on peut avoir au-delà de la recherche du développement personnel. Il faut rester des gens donc très connectés, savoir que la conscience est aussi quelque chose de avec tous ces champs d'information qui nous entourent. Il faut être sensible à tout ça. Il faut être très oui, très sensible, très curieux, très courageux aussi. Les qualités que ça requiert, c'est ça, d'être courageux. Ouais. Courageux, on n'en parle pas assez. Le courage, c'est pas quelque chose qui est le mieux partagé du monde, mais c'est ça qui va permettre aussi peut-être de faire des 180 comme ça ou des 360, enfin, Ouais, et c'est clair. d'avoir le discernement. Parce que je Ouais. trouve que dans les légions d'ectoplasmes que nous avons fait depuis des siècles, parce que nous en sommes là, ce sont des légions d'ectoplasmes, des gens qui réfléchissent plus, des gens qui sont pas capables de direction, qui sont pas capables de ressentir la guidance qui peut exister avec le sacré. C'est pour ça qu'on a affaire à ce marasme terrible où les gens sont complètement largués et qui n'arrivent même plus à se diriger eux-mêmes, à se gouverner eux-mêmes, à être ensemble en groupe, ça fait toujours des éclats, ça part en saucisse, les gens sont pas capables de se discipliner. Ben, il leur faut des outils. Et je pense que ça, il faut le dire, n'est-ce pas, Lise? Ou à travers aussi euh, ce que toi, que tu as comme compétences professionnelles, tu t'attaques à ce cœur, au cœur des choses. Là, monsieur aussi, avec cette proposition de faire de se développer personnellement. Et il faut rechercher ça. Encore faut-il aller être curieux et le faire, de s'intéresser au fait qu'on peut complètement changer, se découvrir soi-même, aller au-delà en se disant, il y a 10 ans, j'étais une certaine personne, et 10 ans après, vous êtes quelqu'un de très différent, mais pour le bien de soi et de tous. Il faut faire cette recherche. Ouais. Oui, Cécile, je la vois trépigner, elle a levé 2 fois le doigt en plus. Oui, mais du coup, je rebondis par rapport à ce que Isa dit. Et donc, elle dit, Eh oui, voilà, oui. à un moment dans une phrase, elle a dit changer tout. Bon, l'idée, évidemment, c'est pas de changer tout d'un coup, hein. Mais il y a deux images qu'on utilise. À nouveau, je vais utiliser je vais utiliser une image du coaching. Quand, si vous avez un objectif et que ça vous semble
démesuré. Il y a une image qu'on utilise, c'est celle de l'éléphant qu'on coupe en tranches et on n'est pas obligé de manger tout l'éléphant d'un coup. Donc on peut le couper en tranches et le manger petit bout par petit bout. Et puis ça c'est une première chose, donc décomposer un petit peu ce que vous voulez faire, mais surtout ce que j'avais envie de vous communiquer ici, c'est quelque chose, c'est une petite conférence à laquelle j'ai assisté il y a des années en Belgique avec une journaliste qui a réussi dans ce milieu de manière assez incroyable pour la simple et bonne raison qu'elle est autiste Asperger. Et donc, elle n'est pas du tout naturellement comment dire, équipée pour communiquer. C'est pas du tout son domaine. Et pourtant, elle est devenue une journaliste très très connue en Belgique. Et donc, elle donne des conférences pour expliquer comment elle fait. Et il y a une chose qu'elle a dite que j'ai trouvé extrêmement... De toute sa conférence, j'ai retenu ce point-là. C'est quand elle a une idée, envie de faire quelque chose, elle pose un acte. Peu importe quoi. Écrire sur un bout de papier, se lever, aller prendre un bouquin, lire là-dessus, aller voir dans un dico, etc. Tu vois, Lisa, elle pose un acte. Et ça lui permet, de sortir de cette, on en parle beaucoup, hein, de cette zone de confort, on en parle souvent de ça, mais elle, vraiment, sa zone de confort, elle est majeure parce que c'est, étant donné qu'elle elle a un syndrome autistique Asperger, la zone de confort pour elle, c'est vraiment sa sécurité, quoi. Mais on a tous ça, en fait. On a tous un moment, on trempe comme ça dans une zone de confort dont on n'a pas tellement envie de bouger. C'est tellement bien, en fait, on est bien. Mais en faisant autre chose, en sortant de ça, en posant un acte, on met déjà le pied en dehors de cette zone de confort et du coup, c'est beaucoup plus facile de mettre les autres, de mettre l'autre. Enfin, a priori, on n'en a que deux, mais de pied. Oui, la méthode des beaucoup plus petits facile. pas aussi. Effectivement, Voilà. l'éléphant entier, ça me faisait penser à ça. C'est ça, des petits pas. Voilà. Mais commencez par un tout petit. Ouais, tout à fait. Commencez dès que vous avez une idée, tac, posez un petit acte, un tout petit acte. Et ça va vous aider à aller poser les autres. Ça aide vraiment beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Cécile. Michel aussi, je le vois lever le doigt aussi. Et si je peux revenir là-dessus, je peux poser un petit acte. Justement, c'est l'histoire du non, c'est-à-dire apprendre à dire non. On dit très facilement oui, voilà, mais dire non, c'est un effort. C'est s'opposer à quelque part. Et c'est vrai que apprendre à dire non, c'est pas si simple. Et je rebondis là-dessus en disant que ce qui m'a peut-être, on va dire, sauvé un peu, c'est un petit, je cherchais tout de suite, là, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est un petit livre d'un certain Serge Tribolet, qui était psychiatre, qui est mort il y a 3-4 ans, et qui a écrit un livre qui s'appelle La folie, un bienfait pour l'humanité. Et en fait, en tant que psychiatre, lui, il dit voilà, je suis arrivé, enfin, je résume un peu, je suis arrivé dans le monde de la psychiatrie, tout vermoulu de mes études, et puis je me suis aperçu que c'était pas du tout pareil, quoi. Il y a le monde des études et le monde de la réalité psychiatrique. Et de fil en aiguille, il est arrivé à construire tout un système et a dit voilà, pour finir, la folie est un bienfait pour l'humanité. Et en fait, c'est cette porte ouverte qui, quelque part, nous permet d'arriver à hop là, on va, allez, on se lance dans une espèce de psychologie positive en se disant, ben, n'importe comment, rien n'est perdu, quelque part. Et à partir de là, on va se réintégrer, se réinformer, se relancer sur un autre truc. Et je pense que notre vrai souci aujourd'hui, si je peux me permettre dans ce sens-là, notre vrai souci, c'est le problème du cerveau. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se rapprocher du cerveau. En fait, le cerveau, c'est jamais qu'une caisse enregistreuse, ni plus ni moins. Ce qui nous gouverne, ce qui gouverne, à mon avis, le monde du vivant, c'est le système glandulaire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va lire notre environnement? Comment est-ce qu'on va construire nos peurs? Comment est-ce qu'on va construire nos réussites? Comment est-ce qu'on va amplifier notre bien-être? Comment est-ce qu'on va devenir pro-acteur de notre environnement? Pro-acteur ou pro-actrice, bien sûr. Et donc, et à partir de là, on va quelque part avoir un outil de lecture qui est un petit peu différent. Et on va se décaler de notre boîte du cerveau, là, qui nous emmène toujours dans le même système. C'est-à-dire qu'il
il y a un relationnel à l'autre, il y a ceci, il y a ce que j'ai appris, il y a ce que… Non, on s'en fout tout ça. Et justement, la folie, c'est ça. La folie de Serge Tribolet, c'est ça. C'est que, voilà, dans le domaine du droit, il cite le domaine du droit dans son petit bouquin en disant, comment dire, le texte, les termes utilisés et compagnie referment le système. Et en fait, tous les systèmes sont construits comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va parler d'homéostasie en médecine, ben, ça veut dire équilibre dans le monde courant, quoi. Voilà. Ben, pourquoi on parle d'homéostasie? Pourquoi on ne parle pas d'équilibre? Hein, et ainsi de suite. Et à partir de là, on va construire une boule par le système éducatif qui, de fil en aiguille, va faire qu'on va appartenir à un système juridique, système éducatif, système médical, et ainsi de suite. Et à partir de là, on n'ouvre plus les portes. Au contraire, on va surtout essayer de les garder bien fermés. On reste dans sa chapelle. On en parlait, ça, Michel, quand on s'était rencontrés, de la problématique de l'hyperspécialisation, justement. Voilà, c'est ça, En restant l'hyperspécialisation. dans son domaine, comme disait Cécile il y a quelques minutes, sa zone de confort qui est très Voilà. confortable, finalement, on ouvre encore une fois pas forcément le champ des possibles avec une vision plutôt méta de la chose. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille aussi et qu'on s'ouvre au champ des possibles et à l'ouverture, en tout cas sur plusieurs domaines. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, c'est notre propre liberté, qu'on va se donner à aller voir ailleurs, à écouter l'autre, à regarder le monde, à aller se promener en forêt, à prendre le temps de discuter comme ce soir, à prendre le temps d'écouter les autres, et ainsi de suite. Et je crois que la vraie problématique dans notre monde aujourd'hui, ben, elle est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne s'écoute, ou très peu. Tout le monde a peur de tout le monde. Résultat de l'opération, le grand chef a dit que, donc on y va. On écoute. C'est parti. Et tout le monde va dans le même sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, résultat de l'opération, la pandémie nous a rendu service. Moi, je suis très heureux de la pandémie. Lise, hein, on en a déjà discuté. S'il n'y avait pas eu la pandémie, on ne serait pas là. Les résultats de l'opération, on devient acteur de nous-mêmes et on espère acteur de ceux qui nous écoutent aussi. Et quelque part, vont en prendre une petite graine par-ci, une petite graine par-là, et vont devenir peut-être artistes ou peut-être conférenciers en je ne sais quoi, et ainsi de suite. Et on va petit à petit faire changer un petit peu on va faire évoluer le carcan dans lequel on s'enferme volontairement, quelque part. Mais comme je dis, on est tous contents d'avoir eu des enfants qui vont à l'école longtemps et qui ont un bon diplôme. Et puis, ah, ben oui, c'est quand même bien, ma fille est, oui, mon fils est. Oui, oui, attends, stop, attends, hein, on fait comment là? Et donc là, la caisse, elle bouge, quoi. C'est-à-dire que voilà, l'environnement devient un peu insécurisant pour beaucoup de gens. Et c'est ça le truc, en fait. Et je pense que amplifier son bien-être, c'est d'abord avoir une position psychologique positive par rapport à tout ce qui se passe autour de nous et avoir une certaine lecture. Et croyez-moi, c'est de quoi je cause aujourd'hui, puisque bon, j'ai eu encore des petits incidents dernièrement, là. Et donc, résultat de l'opération, en fait, c'est très constructif, quoi. Et c'est aussi l'humilité, Michel, oui, dont on parlait aussi, par rapport à effectivement la vie, ce qui se présente, et qu'on n'a pas toutes les connaissances, qu'on a pu se tromper, qu'on peut évoluer et sortir justement encore une fois de notre zone de confort. Cécile, Louisa, sur quelque chose à dire là-dessus, sur ce que Michel vient de dire, parce que je trouve ça assez intéressant de sortir des codes aussi et des schémas dans lesquels on nous enferme ou on s'enferme volontairement aussi. Essayons de mettre de l'éternité dans chaque chose que nous faisons. Par exemple, oui. L'éternité, oui. Nous sommes éternels. Alors, je suis en train d'écrire un nouveau livre, et dans le fameux nouveau livre en question, je fais un chapitre sur la réincarnation. Donc, il y a une notion d'éternité. Qui sommes-nous? En tout cas, de transcender sa condition, peut-être. D'où venons-nous déjà? Ouais. Et quand on se pose cette question-là, il y a une question toute basique, c'est est-ce que j'étais une femme ou est-ce que j'étais un homme? Ah non, Michel, ne lance pas sur ce sujet-là. Hein. Ah
On ouvre le champ des possibles. Ah non, Et à non, 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 partir de là, tu à sais partir de là, qu'après, je on vais va vriller. relire les choses différemment. Et de fil en aiguille, on va raisonner différemment. Et du coup, celui d'en face, c'est plus le même. Celui ou celle d'en face, c'est plus le pareil. Donc, qui est qui? Et on s'aperçoit que, ah oui, bon, il y a d'excellentes sources au niveau comment dire, des réincarnations ces derniers temps là, qui sont sorties, qui sont très intéressantes. Et voilà, Bon, tu as été traité de woke à l'instant. Voilà, Michel, tu l'as pas volé celle-là. Je viens de voir le oui, commentaire oui, non, passer. mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Ça sert à rien, ça. Mettre dans des cases. On est content, mais dans des cases. Bon, bah, ok, pourquoi pas. Mais à un moment ou à un autre, la case, elle va voler. On va être basculé dans une autre case. Je crois que la réalité du moment, elle est là. C'est-à-dire que quelque part, il faut voir, moi je dis voir, juger, agir, c'est nous et seulement nous. Dire, voilà, c'est par rapport à nos outils personnels. Et nos outils personnels, ils sont où? Et ils sont jusqu'où? Et à partir de là, c'est se donner des libertés. C'est ouvrir la cage. Cécile? Oui, non, en effet, hein, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai noté quelqu'un a parlé de ça, du beurre et de l'argent du beurre. Quelqu'un a parlé de ça, non, tout à l'heure? C'est moi qui ai pensé à ça. Ouais. Mais j'ai noté beurre, argent du beurre et le sourire de la crémière. Et en fait, depuis que je suis En petite, version polie. on me dit, tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Et depuis que je suis petite, je dis, mais pourquoi? Pourquoi? Je suis pas Ouais. d'accord, moi, avec ça. Je veux les 3, moi. Et donc, je veux le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Ouais. Et donc, voilà, oui, c'est toujours pareil, hein, c'est imaginer ce qui est quand même possible en dehors de ce qu'on a déjà. Voilà. Peut-être qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut avoir et plein d'autres choses qui sont possibles. Mais je suis assez d'accord que quand on dit je suis ceci ou je suis cela, et d'ailleurs, je suis désolée, mais je vais reparler de coaching. Hein, je pense que vraiment on est dans le sujet hein, de la manière dont un coach doit travailler a priori. Mais on va essayer, en coaching en tout cas, de parler plus de ce que la personne fait et de travailler sur ce qu'elle fait que dire qu'elle est ceci ou qu'elle est cela. Parce que dire je suis ça ou je suis ceci, pratiquement d'emblée, ça veut dire qu'on ne peut pas changer. Et puis alors la boîte est Alors de plus en plus petite. Et oui, alors que en disant je pose tel acte ou je fais cela, ce qu'on fait, on peut toujours le changer. On peut modifier ça. Alors que ce qu'on est fondamentalement, a priori, on ne peut pas le changer, sauf si on est woke, bien sûr. Mais je joue. Je joue un petit peu. Mais en effet, c'est important cette différence. Et c'est vrai que en plus, en acceptant d'être limité dans une case, on va aussi faire une chose qui nous laisse dans la situation, donc dans notre zone de confort, c'est-à-dire aller chercher ce qu'on appelle les biais de confirmation. Donc, c'est-à-dire qu'on va toujours retomber sur les mêmes infos qui vont nous conforter dans ce qu'on pense et dans ce qu'on dit, etc., et nous faire rester dedans, etc., etc. Et donc, oui, ça vaut la peine d'aller mettre le nez un petit peu dehors. Donc, si on a une idée, tac, poser un acte, continuer à penser que le non, on l'a déjà. Voilà. Donc, le mieux qui puisse m'arriver, le pire qui puisse m'arriver, c'est comme disent oui. Donc, autant essayer. Moi, d'ailleurs, c'est un de mes moteurs, ça, tu sais, Lise. Si quelqu'un me dit tu ne l'auras pas, tu n'y arriveras pas, c'est magique chez moi. Hein. Ça a vraiment tout ce que j'ai fait d'un peu incroyable, c'est quand on m'a dit non, mais ça n'est pas possible. Tu n'y arriveras pas. Tu peux pas y arriver. C'est un moteur incroyable. Et c'est vrai que ça ouvre tellement de portes d'avoir ce réflexe-là. Ça ouvre tellement de portes. Je me permets de vous montrer mon premier livre que j'ai fait il y a déjà une dizaine d'années maintenant, sur la sclérose en plaques. C'était à la base un mémoire. Et puis j'ai dit, je vais faire un livre. Tout le monde m'a dit, mais t'es fou. Puis d'abord, Voilà. comment faire un livre? Il faut le publier, il faut ceci. Non, mais si tu ne te rends pas compte, tu n'es pas docteur, tu n'es pas ceci, tu n'es pas machin, tu n'es pas truc et compagnie. Eh ben, j'ai envoyé le manuscrit. 3 jours après, j'avais le contrat. Poum! Tout est possible. Oui, c'est ça.
Mais tu l'as dit tout à l'heure, Michel, toi aussi, ce que vient de dire Cécile. Tu vois, Cécile, enfin, le déclencheur, c'est quand on lui dit, un des déclencheurs, pas que ça, mais quand on lui dit c'est impossible ou tu n'y arriveras pas. Toi, tu l'as dit aussi tout à l'heure en intro, si on m'avait dit il y a 20 ans ou 30 ans que j'écrirais un livre, J'écrirais un livre comme ça, oui. comme Isa, très certainement, avec sa peinture et ses œuvres, on lui aurait dit tu vas faire ça, Isa, ben, jamais de la vie, en fait. Surtout en étant avocat, en plus. Ben, c'est ça. Elle s'est passée d'un extrême à. Non, mais attends. Hein. Non, mais c'est quoi cette histoire? Non, mais attends, je vois les gens autour de toi. J'aime bien faire travailler mes deux cerveaux, droit et gauche. Oui, par exemple. Je suis tellement contente que tu ne dessines pas que des bavettes, Isa. Des bavettes? Ah oui. Des bavettes blanches. Je suis passée à autre chose. Oh là là, c'était trop limitant pour moi. Oh bah oui, tu m'étonnes. J'aime avoir comme valeur cardinale toujours ces choses simples où on dit le bon, le beau, la justice et la vérité. Ça peut être une boussole. Si on n'a pas perdu trop le nord, on peut se poser des questions et savoir si ça répond à cette interrogation. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Je trouve que ce sont de 4 points cardinaux qui peuvent nous aider à se guider. Parce que là, je crois que le problème principal, c'est que si les gens ne trouvent pas le ressort, c'est qu'ils sont tellement perdus dans les mensonges qu'ils ont entendus, qu'ils n'arrivent plus à se gouverner, qu'ils se ferment à tout. Peut-être que de revenir à cette souveraineté personnelle, c'est peut-être se relier à ces notions simples, à savoir, voilà, quand je pense qu'il y a des gens qui ont porté des masques, moi, c'est à l'évidence, ce n'était pas possible de porter ça parce que ça me paraissait complètement stupide, complètement. Comment ces gens-là sont rentrés dans cette oppression alors que pour peut-être nous quatre là, on n'a pas adhéré à ça. Donc c'est quoi qu'est-ce qui nous différencie? C'est cette connexion, c'est ce discernement et c'est donc ça qu'il faut que les autres travaillent. Et si ça recommence, j'espère qu'ils vont s'accrocher à ces 4 points cardinaux là. Si je peux me permettre, c'est pour ça que dans mon prochain livre, je parle justement de la réincarnation. C'est-à-dire que ça peut nous permettre aussi de faire des choses différentes des autres parce qu'on a compris un peu tout ça. Ouais, mais même sans parler de réincarnation, j'avais posé, c'est très intéressant, Isa, ce que tu viens de poser là, de qu'est-ce qui différencie, et j'avais posé la question à Marion Saint-Michel, qui est psychologue et qui est aussi analyste politique, pas analyste politique, enfin, qui avait fait des études en sciences politiques, pardon, de qu'est-ce qui fait finalement que des personnes sont tombées dans le panneau, dans la doxa, et d'autres non? Est-ce que c'est le fait d'avoir déjà vécu des traumatismes, d'avoir déjà vécu des manipulations ou pas? Et elle disait que c'était une des pistes possibles, effectivement, d'avoir déjà vécu des syndromes, d'avoir déjà perçu ça. Mais c'est très intéressant. On en avait discuté avec Cécile aussi, mais il y a longtemps, en 2021, peut-être toutes les deux au téléphone. Et tu me disais, bah, évidemment, les médias aussi, hein, le fait de ne pas avoir la télé, forcément, ça y a joué. J'allais y revenir d'ailleurs. Ah oui. Oui, Cécile, pardon, je te laisse la parole. Non, pardon, mais juste, quand tu en parlais, j'allais revenir là-dessus. J'allais revenir sur les médias. Le fait d'être enfermé dans un discours et de se focaliser sur le média, il y a beaucoup de gens qui sont restés focalisés là-dessus et ça devient c'est presque comme une source d'eau quoi pour un assoiffé. À un moment, il y a une espèce de cercle vicieux comme ça parce qu'il y a aussi il y a un ressenti quoi. Certainement ça stimule quelque chose en termes hormonaux. Et donc il y a une espèce de recherche de cette sensation. Tu sais, un peu comme quand on passe à côté de voitures accidentées, qu'on peut pas s'empêcher de regarder, ou si tu vois une bagarre et que tu es absorbé par ce qui se passe, la violence. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce
de mécanismes comme ça d'aller chercher le drame, quoi, d'aller chercher le drame tout le temps et de se nourrir de ça. Il y a pas que la peur qui a fonctionné, en fait, je crois. Il y a je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Et à mon avis, un psy pourrait répondre à cette question-là. Il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là, ouais. C'est intéressant aussi, ouais, ce que tu dis, Cécile, au niveau hormonal, ce que ça va déclencher. Ah Et oui, peut-être que vachement. Michel a un début aussi de réponse là-dessus, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le système hormonal aussi. Ben, le système hormonal, il se nourrit d'émotions, en fait. Le vrai problème, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a une appétence pour un système, on a une appétence pour faire fonctionner un système. Donc, on va avoir, on va être forcément en lien avec, avec l'événement. On va choisir cet événement, comme tu dis, on va regarder ce qui va nous faire peur. Parce que quelque part, on a besoin, on a une addiction quelque part au cortisol, donc résultat de l'opération. Ben oui, ok, d'accord, mais depuis dans l'aiguille, on a besoin de se faire peur. C'est comme ça qu'on existe. C'est par ce biais-là qu'on va exister. Donc c'est clair que, et ça, on s'aperçoit qu'on peut le changer avec des outils simples comme l'alimentation. C'est-à-dire qu'en changeant un peu son alimentation, on arrive à changer son comportement. Il y a eu beaucoup d'exemples, par exemple, dans le domaine de la petite enfance, qui ont été faits comme ça. Des histoires de gosses, comment ça s'appelle, Hyperactif. hyperactifs et compagnie. On sait très bien qu'on peut très bien les soigner avec simplement 8 jours de changement d'alimentation. C'est tout bête. C'est tout bête. Mais quelque part, c'est pas rentrer dans les mœurs parce que voilà, on change du cadre, on fait pas comme tout le monde, on va pas déjeuner comme tout le monde, on va pas mettre les tartines et compagnie. Non, on prend la boîte de sardines. La boîte de sardines à 8 heures le matin, vous dites ça à votre collègue de travail, ben, il vous prend pour une folle, quoi, c'est tout. C'est imbuvable. Voilà. Voilà, c'est ça le problème. Et Mais puis, c'est ça le ne Havon nourrit et pas Big Pharma aussi, Michel. oui, Donc, mais la notion du forcément, Havon et du Hacon. ouais. Moi, le matin, j'ouvre ma boîte de sardines à 8 heures. Bon, c'est qui ce con, quoi? Moi, je prends ma tartine avec du beurre et de la confiture. Et voilà. Et on est dans cette appartenance hormonale, neuro-hormonale, qui fait que quelque part, on a un mal de chien à s'en sortir. Tant qu'on n'a pas compris ces systèmes-là, c'est clair qu'on est prisonnier de tout ça. Et c'est là où la puissance de la PNUI peut être intéressante, à condition qu'on commence à l'intégrer dans le problème à l'hôpital, ainsi de suite, l'éducation et compagnie. Si on éduquait nos gosses avec ça, ça irait 2 fois mieux, c'est clair. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombé avec un juge d'instruction. Je lui disais, moi, je vide vos prisons, je divise les prisons par 2, juste avec l'alimentation. L'autre, il me prend pour un fou. Ben oui, mais il n'a pas compris ce que c'est que l'alimentation, il n'a pas compris ce que c'est que l'homéopathie, il n'a pas compris ce que c'est que le yoga et les choses comme ça. C'est tout. Mais beurre, confiture, sardine, moi, je peux pas. Hein. Moi non plus. Tu prends sardine. Ah, uniquement sardine. Ouais, tu mélanges pas tout, faut pas non plus. Mais il y a des gens qui vont être beurre confiture, puis les gens qui vont être sardine. C'est tout. Et il y a des gens qui vont avoir beaucoup de confiture et de science et qui d'autres qui vont en avoir peu et qui vont l'étaler sur leur tartine. On verra ça, Cécile, la semaine prochaine aussi. Et qui vont nous faire chier à longueur de journée. Mais bon, bref, c'est un autre sujet qu'on verra la semaine prochaine. On va bien s'amuser la semaine prochaine. J'ai eu un petit message de rappel de Eric qui gère la technique. Je suis désolée. Nous avons largement dépassé. Je n'ai pas vu le temps passer. Déjà, on avait du retard à cause de moi. Je vous remercie infiniment tous les trois. C'était vraiment très intéressant de vous avoir. Merci beaucoup. C'était pas prévu. Hein. C'est prévu au dernier moment. Voilà, j'ai eu cette idée et vous avez répondu présent. Merci beaucoup, Cécile. Merci avec beaucoup, grand Lisa. plaisir. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment d'avoir été là. Gros bisous, Lise. Gros bisous, Isa. À bientôt, Michel. Gros bisous. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis, on tient le bon bout. Ouais, c'est ça. On va y arriver. On ne lâchera rien. Oh, non. Merci encore à vous trois d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous aussi d'avoir été là, d'avoir commenté, liké, partagé. Vous savez, c'est important qu'on fasse ces émissions et qu'elles puissent être diffusées au plus grand nombre et qu'on puisse prendre conscience et reprendre notre pouvoir personnel.
Quant Ouais. à moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve mercredi prochain, même heure, même endroit, mais pas même sujet, pas tout à fait, mais encore dans le thème. Allez, bientôt. Ciao, ciao.